merci au fond d'avoir retenu le projet présenté par Sergueï, qui va vous détailler juste après. En tant que directeur donc, de notre unité toute récemment créée, 1073 de l'INSERM à Rouen, je voulais juste brièvement situer le contexte de cette étude, de ce projet, plaisir alimentaire. Donc, notre unité est un groupe multidisciplinaire associant des cliniciens et des chercheurs pour étudier trois aspects de la relation entre l'axe intestin-cerveau, le métabolisme intestinal et sa réponse inflammatoire, son adaptation dans différentes situations de stress, l'effet des nutriments sur ce métabolisme, et puis des mécanismes de régulation centrale au niveau du cerveau et en particulier de l'hypothalamus et d'autres zones pour la prise alimentaire et la réponse motrice et la sensibilité digestive, avec des centres d'intérêt récents et assez innovants concernant le rôle d'anticorps antineuropeptides et de la stimulation périphérique ou centrale de ces régulations. Et avec ce background, nous nous intéressons aussi bien à des aspects physiologiques que physiopathologiques au sein d'un environnement très multidisciplinaire, non seulement de notre équipe, mais d'un institut de recherche et d'innovation biomédicale de Haute-Normandie qui vient d'être relabellisé par l'AERES et l'INSERM. Et donc des champs d'intérêt principalement pour aujourd'hui dans les troubles du comportement alimentaire et l'obésité, où on voit bien le glissement possible entre le plaisir alimentaire et les troubles pathologiques, et d'autre part des centres d'intérêt également qui peuvent interférer sur l'intestin irritable et les maladies inflammatoires intestinales. Donc merci encore au fond, et je laisse la parole à Sergueï pour la présentation du projet. Merci Pierre. Et je voudrais aussi remercier le Fonds pour avoir choisi notre projet. Donc, le but du projet, c'est de tester une hypothèse si les facteurs sociétogènes peuvent être nécessaires pour le plaisir alimentaire. Et des études prévues, c'est d'étudier l'effet de alpha-MSH, c'est la mélanotropine, sur la sécrétion de la dopamine utilisée comme le marqueur du plaisir alimentaire dans le cerveau chez le rat au cours de la prise alimentaire. Au deuxième temps, on va étudier les effets des auto-anticorps contre ce peptide alpha-MSH dans la sécrétion de la dopamine pour voir son rôle possible dans l'anédonie alimentaire. Donc, si vous demandez pourquoi on a un acronyme PA2, ça veut dire que c'est PA 2 fois prise alimentaire égale plaisir alimentaire. En tout cas, nous souhaitons que ce soit comme ça. Donc, pour situer un petit peu ce projet et pour objectiver le plaisir alimentaire au niveau neurobiologique, le meilleur marqueur, c'est la dopamine. La dopamine qui est la dérivée de l'acide aminé tyrosine synthétisé par les neurones dans le cerveau dans un processus enzymatique et qui est localisé dans certains neurones qui sont appelés par les lettres A, A10, l'aire tegmentale ventrale ou A13, comme les autoroutes en France, par exemple. Rouen-Paris, A13, donc c'est la dopamine qui vient dans l'hypothalamus. Et donc c'est la sécrétion de la dopamine dans le noyau accumbens qui est reconnu aujourd'hui comme le déclencheur du plaisir. Mais ce n'est pas un plaisir spécifique au plaisir alimentaire, c'est un plaisir qui est non spécifique et associé avec n'importe quel comportement motivationnel. Comment on peut étudier le plaisir alimentaire de façon neurobiologique? Donc, on a pensé que la dopamine peut être stimulée par les facteurs de satiété qui sont donc spécifiques à la prise alimentaire. Donc, il y a plusieurs hormones satiétogènes périphériques, surtout qui sont synthétisées par le système digestif, mais ensuite, tous sont canalisés dans l'hypothalamus ou l'alpha-MSH. Donc, vous voyez, c'est un peptide mélanotropine très acide aminé et sécrété comme une molécule représentant la voie commune et finale de la satiété. Et il va agir au niveau de l'hypothalamus, mais également, on trouve beaucoup de récepteurs pour ce peptide au niveau du noyau accumbens. Donc, dans notre hypothèse, on va vérifier si ce peptide satiétogène va stimuler la sécrétion de la dopamine et donc peut être responsable de la perception de la satiété.
c'est bien sûr, ce n'est pas la satiété finale, c'est le ressaisissement, au cours du ressaisissement de l'animal que le peptide est sécrété et produit la dopamine, stimule la dopamine. Donc ça, c'est le coupe du cerveau des rats où on va implanter 2 canules de guide de microdialyse dans l'hypothalamus latéral ici et dans le noyau accumbens par les techniques stéréotaxiques. Et on va mesurer simultanément la sécrétion de la dopamine par une technique de microdialyse cérébrale. Vous voyez ici un petit peu le principe de cette technique. Il y a des ondes de probes de microdialyse qui est assez petites, donc avec une membrane semi-perméable qui est de 2-3 mm et qui est implantée dans le cerveau. Et donc vous voyez ici, il y a une direction de flot microfluidique très faible taux, 1 microlitre par minute, et qui permet presque d'avoir un équilibre entre le milieu extérieur à l'extérieur de la membrane. Et donc le microdialysat ensuite est collecté et ensuite analysé par les systèmes HPLC, par exemple le Dionex qu'on a déjà au laboratoire. Donc cette technique a été déjà utilisée plusieurs fois. Par exemple, ici, vous voyez comme l'animal peut avoir l'accès à la nourriture. Il est connecté avec donc, des tuyaux qui permettent de bouger normalement, avoir l'accès à la nourriture. Et on peut mesurer donc, la libération de la dopamine. Mais bon, cette étude a déjà été faite il y a 10 ans. Et maintenant, il y a beaucoup d'avancements dans les technologies pour la microdialyse et également pour la prise alimentaire. Donc, on va installer un nouveau système de la prise alimentaire qui a été développé récemment par une petite société parisienne, Adenfi, en fait en association avec INRA. Et donc, ce dispositif permet de mesurer de la façon automatique la prise alimentaire et la prise hydrique. Donc ça, c'est un protocole expérimental. Je ne vais pas aller tout en détail, juste pour vous montrer qu'on a bien réfléchi sur ce projet. Et donc, aussi pour vous montrer qu'en fait, on a pensé aussi à faire le lien avec l'homme, parce qu'on va étudier cet effet d'interaction entre le peptide et la dopamine aussi en injectant des anticorps contre le peptide. Et ces anticorps, on va purifier du plasma de patients boulimiques qui présentent l'anédonie, donc l'absence de plaisir alimentaire, du plaisir en général, le plaisir alimentaire en particulier. Pourquoi? Parce que récemment, on a identifié les anticorps contre alpha-MSH dans le sérum des sujets boulimiques et le taux de ces auto-anticorps corrélé avec les symptômes chez ces patients. Voilà, donc pour résumer les objectifs, nous avons étudié les voies moléculaires liant la satiété et le plaisir alimentaire et on va vérifier si ces voies sont impliquées dans l'absence du plaisir alimentaire chez l'homme. Je voudrais donc vous remercier pour votre attention. Bonjour, moi je m'appelle Alexandra Chmielewski, je suis l'interne du docteur Marie Pigère qui va nous rejoindre par la suite, qui ne pouvait être présente ce matin. Donc je tiens à remercier encore une fois le jury qui a sélectionné notre projet et le Fonds français de l'alimentation. Donc je vais vous parler de l'évolution de la sensibilité centrale à la leptine après gastric bypass chez le mini-pig et son implication dans les voies de l'homéostasie énergétique et les voies en fait du plaisir. Donc, la prise alimentaire est sous le contrôle en fait, d'un équilibre énergétique qui permet de maintenir un poids stable. Il existe un organe situé à la base du cerveau qui est l'hypothalamus qui permet en fait, de maintenir cet équilibre. L'équilibre en fait, se fait entre les entrées, les apports alimentaires et les sorties, qui impliquent l'activité physique, la thermogénèse, la production de chaleur et le métabolisme de base. Pour maintenir cet équilibre, la leptine, qui est une hormone qui est produite par le tissu adipeux, qui est le reflet des réserves en graisse, permet en fait, envoie un signal, permet en fait à l'hypothalamus de maintenir cet équilibre. Cependant, cet équilibre peut être contrebalancé par une susceptibilité individuelle et biologique.
et des facteurs environnementaux, comportementaux et socio-économiques qui déséquilibrent cette balance énergétique. Je vais vous parler également en fait, de la voie dopaminergique, qui est la voie en fait, du plaisir dans la prise alimentaire, qui implique la dopamine. Cette voie en fait, intègre différents signaux visuels, olfactifs, etc. La voie en fait, dopaminergique est interconnectée avec l'hypothalamus, donc la leptine serait également impliquée indirectement dans la voie en fait, du plaisir dans la prise alimentaire. L'obésité se caractérise par une augmentation du tissu adipeux, donc une augmentation de l'hormone qui est produite par le tissu adipeux qui est la leptine. Donc on retrouve une augmentation de la leptine. Cependant, la leptine, normalement, elle diminue la prise alimentaire et augmente les dépenses énergétiques. Mais on ne retrouve pas ça en fait en cas d'obésité, ce qui nous fait suggérer qu'il existe une résistance au niveau de l'hypothalamus à l'action de la leptine. Donc la question qu'on peut se poser, est-ce que la perte de poids permet une restauration de cette sensibilité centrale à la leptine? Donc pour vous présenter le design de notre étude, donc nous allons en fait induire une résistance à la leptine chez nos cochons en les rendant obèses, puis réaliser une chirurgie de l'obésité qui est le gastric bypass. Ça consiste en fait, on réduit la taille de l'estomac et on crée une sorte de court-circuit intestinal. Donc on a à la fois une malabsorption des nutriments et une diminution de la prise alimentaire. Nous allons surveiller nos cochons et voir en fait si cette chirurgie permet d'améliorer la sensibilité centrale à la leptine. Pourquoi avoir choisi le mini-pig? Donc le mini-pig, en fait, c'est un cochon qui est différent du cochon de ferme de par son poids, notamment un cochon de ferme, c'est jusqu'à 300 kg. Un mini-pig, c'est 35 à 40 kg. C'est un modèle qui est développé depuis plusieurs années en recherche médicale. Il présente de nombreuses similarités avec l'homme, notamment car il est omnivore, tout comme l'homme. Il a un comportement alimentaire similaire à celui de l'homme, avec notamment une attirance pour les produits sucrés, riches en graisse. Et également, en fait, au niveau anatomique, il présente une anatomie et une taille en fait, similaire à celle de l'homme. Et également, c'est un bon modèle chirurgical, notamment en fait, pour cette chirurgie de l'obésité qui est le gastric bypass. Donc, dans le planning de notre projet, 18 cochons vont être inclus. Il y aura 12 cochons qui vont bénéficier d'un régime gras pendant 10 semaines pour les rendre obèses. Parmi ceux-ci, 6 cochons auront un gastric bypass et à la fin, au bout d'un mois, ils seront sacrifiés et nous prélèverons le cerveau des cochons. Les 6 autres cochons ayant bénéficié du régime hypergras seront sacrifiés à la fin de la diète hyperlipidique. Il y aura également un groupe contrôle qui sera également sacrifié à la fin de l'étude. Pour évaluer la sensibilité à la leptine, nous avons 2 moyens. Le premier moyen est l'IRM fonctionnel après injection de leptine que nous allons réaliser chez nos cochons avant le début de la diète hyperlipidique, après, à la fin de la diète hyperlipidique, après le gastric bypass pour le groupe de cochons qui aura eu cette chirurgie et pour le groupe contrôle. Je vous rappelle, en fait, pour l'IRM fonctionnel, nous allons pouvoir étudier l'hypothalamus, mais également le circuit de récompense et ses modifications après tout ce que nous allons faire subir à nos cochons. Le deuxième moyen est l'immunomarquage au niveau de l'hypothalamus. C'est l'immunohistochimie P-stade 3. C'est la voie de signalisation de la leptine. En fait, la leptine va se fixer sur des récepteurs. Et ensuite, ça va induire toute une cascade de signalisation. Ça sera bien sûr réalisé après sacrifice et extraction du cerveau de nos cochons. Parallèlement, nous allons réaliser des tests de comportement alimentaire pour évaluer l'appétence de nos cochons pour le régime hypergras versus le régime normal, ce que nous allons réaliser une fois par semaine en leur proposant deux repas, en fait, et nous allons voir un peu ce qu'ils auront chacun ingéré à la fin de ce test. Les résultats que nous attendons,
après la chirurgie de l'obésité, c'est une perte de poids qui, nous l'espérons, pourrait restaurer la sensibilité centrale à la leptine et donc restaurer la régulation de la prise alimentaire avec en fait une diminution de la prise alimentaire, une augmentation des dépenses énergétiques. Donc cette étude implique deux équipes. L'unité U859, dirigée par le professeur François Patou, qui a développé le modèle chirurgical de gastric bypass chez le cochon, et l'équipe U837 du docteur Vincent Prévost, qui a l'habitude de travailler en fait sur l'hypothalamus et la leptine. Je vous remercie de votre attention et les mini-pigs, le docteur Marie Pigère et moi-même remercions le Fonds français de l'alimentation pour sa générosité. Moi, je m'appelle Martine Cador, je suis directeur de recherche au CNRS à Bordeaux. Et donc, je remercie également le Fonds français alimentaire, alimentation et santé de nous avoir sélectionnés dans le cadre de ce projet que je vais vous présenter. Donc, qui s'intitule en fait Modèle neurocomportemental du plaisir alimentaire et qui s'intéresse aux effets de l'exposition à des aliments sucrés à l'adolescence sur le développement cérébral et sur le comportement alimentaire à l'âge adulte. Alors l'adolescence est une période extrêmement critique dans le développement, chez l'humain et chez l'animal, au cours desquelles on a des spécificités comportementales qui apparaissent, telles que par exemple une forte interaction sociale, un développement cognitif important, prise de risque et recherche de nouveautés sont aussi extrêmement caractéristiques du comportement de l'adolescent, ce qui fait que l'adolescent est extrêmement sensible aux récompenses à la fois alimentaires, mais également aux récompenses pharmacologiques, comme par exemple les drogues d'abus. Alors, l'adolescence est également une période extrêmement critique au niveau du développement cérébral. C'est-à-dire le cerveau n'est pas encore mature, il y a encore des tas de systèmes qui sont en train de se constituer. Et donc également ici, des interventions ou des influences extérieures à cette période peuvent avoir des conséquences extrêmement importantes sur le comportement adolescent et adulte. Donc, alors, parmi les récompenses alimentaires, évidemment, le sucre est une récompense alimentaire extrêmement puissante, aussi bien chez l'homme que chez l'animal. Donc, chez l'homme, par exemple, les adolescents consomment plus de sucre que n'importe quel autre groupe d'âge. Et au cours des 30 dernières années, la consommation de solutions sucrées ou de soda a extrêmement augmenté. Donc ici, par exemple, on voit ce qui s'est passé aux États-Unis dans la consommation de soda qui a également très augmenté. Et ici, comparer les années 70 aux années 90, en comparant en noir la consommation de lait par rapport à en rouge la consommation de solutions sucrées. Donc on s'aperçoit que les consommations de lait ont diminué et au contraire, les consommations de solutions sucrées ont extrêmement augmenté. Alors, si on sait effectivement toutes les conséquences que peuvent avoir le fait de manger des aliments sucrés sur la santé physique, sur l'obésité, toutes ces conséquences-là, on les connaît. Par contre, on connaît assez peu de choses sur la conséquence d'une alimentation, d'une surconsommation de sucre sur la santé mentale en général, et notamment sur les comportements qui sont liés aux récompenses en particulier. Alors, c'est le sujet de notre projet et qui pose finalement la question, est-ce que la surconsommation de sucre au cours de l'adolescence peut altérer la motivation et la sensibilité aux récompenses sucrées chez l'adulte? C'est-à-dire, est-ce que le fait de consommer du sucre à l'adolescence va avoir des effets à long terme sur le comportement vis-à-vis d'aliments sucrés ou d'aliments palatables? Alors, quand on parle d'aliments, évidemment, il faut essayer, et pour le tester expérimentalement, il faut dissocier les différentes propriétés d'un aliment. Alors, un aliment, évidemment, il a des propriétés métaboliques. Vous en avez entendu beaucoup parler ce matin. Ça apporte beaucoup de calories à l'organisme. Donc, c'est ça, par ses contenances en gras, en carbohydrates. Mais un aliment a également des propriétés hédoniques, donc qui sont finalement la perception plaisante que l'on a lorsque, par exemple, on a un goût sucré dans la bouche, au niveau le message qui est transmis du récepteur du sucre sur la langue jusqu'aux aires cérébrales transmet une sensation de plaisir.
Mais un aliment a également des propriétés motivationnelles. Par exemple, quand vous regardez ce gâteau, il peut vous évoquer beaucoup de choses. Par exemple, le gâteau que vous savez votre grand-mère quand vous étiez plus petit, ou un gâteau que vous avez mangé dans certaines conditions particulières. Donc toute la mémoire qui est associée avec des expériences alimentaires particulières peut être génératrice d'une motivation, d'un désir à consommer ce type d'aliment. Alors, on va essayer de voir, nous, quels sont donc les effets d'une consommation de sucre à l'adolescence sur ses propriétés hédoniques et ses propriétés motivationnelles. Alors, pourquoi est-ce qu'on les sépare? C'est parce qu'on sait très bien que dans certains types de pathologies, comme notamment, par exemple, l'addiction aux drogues, on peut avoir une dissociation totale entre le plaisir qui diminue avec la consommation de drogue et la motivation qui, elle, augmente et qui conduit donc à une consommation, on va dire, pathologique de la drogue. Donc pour cela, eh bien, on va utiliser des rats qui, comme l'homme, sont également très friands d'aliments sucrés. Et on va avoir deux groupes d'animaux. Des animaux qui, au cours de l'adolescence, vont avoir accès à de l'eau. Donc en fait, ils ont deux bouteilles. Ces deux bouteilles sont remplies d'eau. Et un groupe qu'on va appeler sucrose, qui, à l'adolescence, va avoir accès à une bouteille d'eau et à une bouteille de sucrose, à 5%. Donc, c'est le rat qui, finalement, décide de ce qu'il va consommer en sucre. Et je peux vous dire qu'avec du sucrose à 5%, en fait, globalement, toute sa consommation hydrique est une consommation de sucrose. Donc ça, on va le faire pendant toute la période d'adolescence chez le rat, qui, par rapport à l'homme, évidemment, est beaucoup plus courte, puisqu'elle s'étale de P30 à P46, un postnatal day, jour postnatal 30 à jour postnatal 46. Et on va étudier à la fois pendant l'adolescence et à l'âge adulte le comportement alimentaire par rapport au versant hédonique et au versant motivationnel, mais également le développement de certains circuits cérébraux dans le cerveau. Donc, c'est juste ici résumé. Donc, on va étudier les propriétés hédoniques, donc mesurer la sensibilité au plaisir alimentaire chez les animaux qui ont consommé du sucrose à l'adolescence et mesurer la motivation à consommer des aliments plaisants chez des animaux qui ont consommé du sucrose au cours de l'adolescence. Alors, comment est-ce qu'on mesure les propriétés hédoniques? C'est-à-dire que le rat, il ne peut pas parler, il ne peut pas dire c'est bon, c'est pas bon. Donc, on est obligé d'interpréter son comportement. Et donc, si on regarde, par exemple, la réactivité de nouveau-nés lorsqu'on leur met dans la bouche des aliments sucrés, amers ou acides, on s'aperçoit en fait qu'ils ont des mimiques, des réactions orofaciales qui sont parlantes, puisque on voit très bien qu'ils sont très contents d'avoir du sucre, beaucoup moins contents d'avoir une solution amère et encore moins contents d'avoir une solution acide. Eh bien, ces mimiques orofaciales sont conservées en fait entre l'humain, le singe et le rat. Donc je vais vous montrer un petit film très rapide, si on peut me l'envoyer, qui va vous montrer justement chez le rat ce qui se passe quand on met dans la bouche du rat des aliments ou sucrés ou de la quinine, qui est donc très, très amère. Donc voilà, donc là, c'est du goût sucré. Donc on s'aperçoit au ralenti, en fait, on voit des mouvements particuliers de la langue. Donc ce qu'on appelle... en fait, globalement, il se lèche les babines d'une certaine façon. Par contre, quand on lui met de la quinine, en fait, il a un mouvement pour essayer de rejeter l'aliment. Donc en examinant ces films, donc en filmant les animaux et en les examinant de façon très précise, on va pouvoir, donc c'est bon, on peut revenir aux diapositives, on va pouvoir quantifier la réactivité hédonique de ces animaux. Donc juste à titre d'exemple ici, donc sur la gauche ici, vous avez la réactivité de plaisir, d'aimer en fait, en fonction de différentes substances, sucrose versus quinine par exemple, donc, et ici les réactions aversives. Donc très clairement, vous voyez que quand on met du sucrose, on a énormément de réactions de type appétitive. Par contre, quand on met de la quinine, on a énormément de réactions de type aversive. Donc, on va utiliser ce type de protocole pour quantifier la réactivité hédonique des animaux. Alors, comment est-ce qu'on mesure la motivation maintenant chez le rat? Donc, une façon très simple de mesurer la motivation chez un animal, c'est de lui demander de travailler, de voir combien il est capable de travailler pour obtenir une récompense. Donc ici, par exemple, c'est le paradigme de l'allée droite. Donc, ce qu'on fait, en fait, on met un rat, c'est comme un rat qu'on met au bout d'un couloir, et
à l'extrémité du couloir, on lui met un bol rempli de nourriture. Et on mesure la vitesse avec laquelle l'animal parcourt ce couloir. Et donc, plus il va être motivé, plus il va parcourir ce couloir rapidement. Donc là, on a une mesure de la motivation. Une autre façon de faire, qui est un peu plus sophistiquée, qui demande surtout beaucoup plus d'argent, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des cages opérantes, où l'animal est placé dans la cage, a accès à 2 leviers. Donc ici, vous voyez le rat, il peut appuyer sur un levier, ce qui déclenche un moteur et qui distribue une pastille alimentaire dans la cage. Donc globalement, ce qu'on fait, on demande à l'animal au départ d'appuyer une fois pour obtenir une pastille. Donc un appui, une pastille. Et après, en fait, on est un peu vicieux, on lui demande de travailler de plus en plus pour avoir une pastille supplémentaire. Donc par exemple, on augmente de 3. Donc pour avoir la 2e pastille, il va falloir qu'il appuie 4 fois. La 3e pastille, il va falloir qu'il appuie 7 fois, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que l'animal, finalement, le rapport coût-bénéfice commence à être pas très intéressant, et il s'arrête d'appuyer. Ce qu'on appelle le point de rupture. Et dans ce cas-là, le point de rupture est une image directe du niveau de motivation de l'animal. Plus il va être motivé pour consommer l'aliment, plus il va être capable d'aller loin dans ce ratio progressif. Donc ça, c'était la partie, la description des tests comportementaux. Mais comme je vous disais tout à l'heure, au niveau neurobiologique, en fait, si on arrive à dissocier la valeur hédonique et la valeur motivationnelle au niveau comportemental, on arrive aussi à dissocier les circuits qui sont impliqués dans ces 2 choses. Les opiacés, au niveau du cerveau, globalement notre héroïne endogène, d'une certaine façon, qui est très impliquée dans la perception du plaisir. Et la dopamine, notre cocaïne endogène d'une certaine façon, qui, elle, est très impliquée dans les propriétés motivationnelles, dans le codage de la motivation. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'en même temps qu'on va regarder au niveau comportemental comment évolue le comportement alimentaire, on va regarder également comment l'exposition à du sucrose, le fait d'avoir consommé du sucrose, peut modifier l'architecture anatomique de ces circuits au moment de l'adolescence, c'est-à-dire on va mesurer par exemple la densité de fibres dopaminergiques au niveau de certaines structures dopaminergiques du cerveau, et on va regarder si on a des modifications. Mais on va également regarder l'architecture fonctionnelle, c'est-à-dire on va essayer de tester comment les circuits ou dopaminergiques ou opiacés sont efficaces en mesurant par exemple l'expression des récepteurs qui sont présents dans le cerveau sur lesquels viennent se fixer la dopamine et les opiacés. Donc, au niveau des partenaires, eh bien, nous sommes 2 équipes à Bordeaux. Donc, mon équipe, Addictim, qui fera intervenir donc moi-même, Catherine Lemoine, qui est directeur de recherche au CNRS et qui est spécialisée dans tout ce qui est l'anatomie fonctionnelle, c'est-à-dire mesurer les récepteurs, mesurer les circuits, mesurer les neurotransmetteurs. Un post-doctorant qui, grâce au Fonds alimentaire alimentation santé, au Fonds alimentation santé, va pouvoir être recruté. Et l'équipe d'Étienne Coutureau, qui est également à Bordeaux, et qui, lui, va, avec ses collègues, va s'intéresser à l'architecture anatomique, la densité des fibres dopaminergiques, à étudier la densité des fibres dopaminergiques au niveau des structures cérébrales. Donc voilà, donc, le projet, nous sommes partis sur une base de 2 ans. Donc j'espère beaucoup que dans 2 ans, je pourrai vous présenter des résultats. Je vous remercie beaucoup de votre attention.